En fait, une des choses sur lesquelles on souffre le plus en France, c'est qu'on a focalisé principalement sur l'obésité et sur les problématiques de l'obésité. Ça a quand même conditionné beaucoup de choses et on a vu aussi apparaître quelques TCA à cause de ça. Il disait les injonctions qu'on a entendues, c'est que fruits et légumes. Ce qui a mal été compris, ce n'était pas des injonctions, c'était des recommandations, premièrement. Les injonctions, ça relève du tribunal, ça relève de quelque chose d'autre. C'est peut-être aussi pour ça beaucoup de gens ont vécu la culpabilité. Mais c'est des recommandations. Le seul défaut de cette campagne de prévention de l'obésité depuis 2001, c'est qu'elle n'a jamais tendu la main aux gens, elle a juste dit ce qu'il fallait faire. Alors que si vous regardiez le monde des addictions, on vous proposait d'avoir un numéro d'écoute. Si vous aviez un souci avec votre consommation d'alcool, si vous aviez un souci avec les jeux, appelez tel numéro pour pouvoir avoir de l'aide, une écoute, etc. Alors que sur le domaine de l'obésité, depuis 2001, en fait, la seule chose qu'on a eue, c'est des sortes de sanctions, injonctions ou de culpabilisation, avec surtout des pratiques professionnelles non éthiques, dans ce cas-là, qui étaient devenus des moralisateurs et qui ont blessé de nombreux patients, alors que j'ai toujours dit, j'aurais préféré une prévention qui disait, mais si vous aviez un problème avec votre comportement alimentaire, appelez un tel numéro. Ça n'existait pas encore à l'époque, maintenant on l'a, mais on pourrait largement changer les choses et faire évoluer plutôt que de continuer à sanctionner la population et qui fait qu'on a une partie qui vrille dans les troubles alimentaires. Je voulais vous poser la question de savoir que si on soupçonne comme ça quelqu'un d'avoir un TCA, ou on a un doute, parce qu'on a parlé beaucoup de doutes aussi cet après-midi par rapport au TCA, comment on peut aborder le sujet avec cette personne? Qui vient consulter ou pas? Pas forcément, si c'est un proche. Si on a des suspicions chez un proche? Oui. En se disant, oui, je sais pas, une sœur, une fille, un père. C'est toujours à personnaliser, en fait. C'est ça qui est compliqué, mais il ne faut pas hésiter à parler de sa propre inquiétude sans aller directement attaquer la personne et son symptôme, plus revenir à soi, est-ce qu'on a l'impression, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, en gardant une attitude non jugeante, bienveillante, accompagnante. C'est pas forcément simple de faire ça comme ça, mais je dirais plutôt d'aller dire son ressenti à notre proche quand on pense qu'il souffre de quelque chose, plutôt que de pointer le fait qu'il ne fait pas quelque chose de la bonne manière ou qu'il semble avoir un comportement anormal. C'est plus... moi, j'ai l'impression, je ressens de la souffrance, j'ai l'impression que tu vas moins bien, je suis là pour pouvoir en parler, je suis prêt à entendre ce que tu as à dire, ou prêt en tout cas à accompagner vers des soins, vers quelqu'un, ou juste pouvoir lui remettre un numéro d'écoute. Ça peut être aussi un premier pas, de pouvoir laisser ce numéro et de dire, voilà, si c'est trop compliqué d'en parler à nous, il y a aussi d'autres personnes à qui tu peux en parler et ça restera un appel anonyme, donc ce sera peut-être plus simple de pouvoir verbaliser des choses. Alors, malheureusement, c'est quelque chose de visible. Alors, bien sûr, on est en train de parler d'anorexie mentale, mais quand on pense aux personnes qui souffrent de boulimie, qui ont des crises et qui ont des vomissements, globalement, ça ne se voit pas. On a beaucoup de situations cliniques où le conjoint n'a jamais su que sa compagne s'est fait vomir pendant 5-10 ans et pourtant il vivait à côté. Donc, quand c'est visible, c'est presque un peu facile, entre guillemets. Il faut prendre beaucoup de précautions, comme vient de le dire Camille, beaucoup de précautions pour pouvoir parler amorcer le débat, mais c'est presque plus facile parce que c'est visible. Je me rappelle, moi, on a toujours dit, il y a quand même 5 fois plus de boulimiques que d'anorexiques, donc il y a quand même 5 fois plus de personnes invisibles qui souffrent d'une pathologie invisible et qui n'arrivent pas à demander de l'aide aussi, et qu'on ne voit pas. Ça m'inquiète beaucoup plus, entre guillemets. Alors, juste, on parlait de phrases assassines ou d'idées reçues. Camille, nous dire quelles conséquences psychologiques ça peut avoir, effectivement, sur la personne atteinte de TCA, mais aussi sur l'entourage et peut-être l'impact que ça peut avoir sur le refus du soin. Quels sont... c'est un peu dense comme question, mais je ne sais pas si... Il y a plusieurs éléments là dans la question. Il y a les phrases qu'on va pouvoir
dire en tant que proches et qui vont malheureusement être finalement néfastes pour la personne qui souffre ou pas reçues de la bonne manière par la personne qui souffre et qui peuvent entretenir ou aggraver des symptômes alimentaires. Ça va par exemple être... toutes les phrases, par exemple, quelqu'un qui souffre d'anorexie mentale et qui va prendre du poids progressivement parce que ça fait partie du pilier nécessaire à la guérison et qui va avoir des remarques de ses proches sur le fait que c'est super, elle va mieux, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, qu'elle a bonne mine, que ça fait plaisir à voir. C'est une remarque qui est très bien intentionnée de la part du proche et qui se veut très positive et qui montre que effectivement il y a peut-être un peu moins d'inquiétude, mais c'est aussi quelque chose qui peut être vécu de façon très très négative par la personne qui lutte tous les jours contre ces symptômes pour essayer d'aller mieux et pour qui la renutrition est quelque chose d'extrêmement difficile et délicat et qui peut se dire en entendant ça en fait c'est trop, ça va trop vite, finalement moi je me sens pas mieux mais ils ont l'impression que je vais mieux donc ça va pas, il faut que je leur montre que ça va pas mieux, donc je vais repartir dans un versant de restriction, de dénutrition. Alors ça peut être conscient, ça peut être inconscient, mais voilà, c'est des phrases et nos mots vont avoir un impact sur les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, aussi bien quand ils souffrent au début et qui sont en train d'entrer dans les troubles alimentaires. Par exemple, quelqu'un qui est en train de perdre du poids et qui va être valorisé par approche, qui va lui dire « Ah bah tiens, ça te va bien, t'as perdu quelques kilos, c'est chouette, t'es super jolie comme ça ». Pareil, une phrase bien intentionnée, mais qui, derrière, peut peut-être mener la personne à continuer des restrictions qui sont finalement drastiques et qui l'amènent progressivement vers une anorexie mentale qui va complètement l'enfermer, l'emprisonner et la faire énormément souffrir. Donc ça peut être des phrases comme ça qui, au début, vont finalement accentuer le déclenchement des troubles, ou alors des phrases qui vont malheureusement ne pas aider dans le chemin vers la guérison. Donc il y a plein de façons, en fait, il y a plein de phrases, il y a plein de mots qui peuvent être délicats, qui peuvent être compliqués et mal interprétés, il faut faire attention. Et moi, ce que je dis souvent aux proches quand ils me posent la question, c'est essayer de ne pas faire de remarques finalement sur le corps et sur l'alimentation, laisser les soignants s'occuper de ça et essayer de défocaliser finalement ce sujet-là pour remettre de la vie, remettre autre chose que le symptôme alimentaire et que les symptômes des troubles alimentaires dans la conversation.